une production du Studio SF. Re-bienvenue à Science Radio, le podcast où on parle de science et de sujets dans l'actualité scientifique et où on répond à vos questions en compagnie de nos invités experts. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et je suis accompagnée de Kevin L'Espérance, épidémiologiste et biochimiste. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef Rémi Quirion. Et si en plus de Science Radio, vous avez envie d'ajouter plus d'actualités scientifiques dans votre fil Instagram ou Facebook, on vous encourage à faire comme nous et à suivre le scientifique en chef sur ses différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, Kev, de quoi on a parlé? On a parlé aujourd'hui d'épuisement professionnel, donc le fameux burn-out. Moi, ce que j'ai retenu principalement, c'est que personne n'est immunisé à un burn-out, mais heureusement, on a parlé aujourd'hui avec le docteur Chevrier qui nous a donné des bons trucs pour essayer de prévenir l'épuisement professionnel, tant au niveau individuel qu'au niveau de notre organisation au travail. Ouais, c'était vraiment un épisode fascinant, très éclairant et surtout très concret. Donc oui, on a abordé beaucoup de théories sur le sujet, mais on peut vraiment ressortir de l'épisode avec beaucoup de trucs concrets qu'on peut appliquer dans notre quotidien pour prévenir en fait l'apparition de l'épuisement professionnel. Et je dirais pas le chiffre, mais Kev, on a eu les jambes sciées en deux quand Dr Chevrier nous a mentionné à partir de combien d'heures de travail dans une semaine ça devient toxique. Donc pour connaître ce fameux chiffre, reste à l'écoute. Bon matin. Kev, comment ça va? Super bien, et toi, Myriam? Ça va, en pleine forme. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment fascinant. Je pense que je dis ça à chaque épisode. Il va falloir que je trouve un autre qualificatif. Il va falloir que tu appelles Charles Tisseur puis demander s'il peut emprunter son mot. C'est quoi son mot? Fascinant. Fascinant. C'est pas mal son mot. On va parler d'épuisement professionnel et pour ce faire, on est très chanceux d'être avec Dr Nicolas Chevrier, qui est psychologue, clinicien, et qui a également fait de la recherche sur le sujet de l'épuisement professionnel. Donc, bonjour, M. Chevrier, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Moi, j'ai une question déjà pour briser la glace. Là. Quand on parle d'épuisement professionnel, au Québec, on aime bien ça, les anglicismes. Est-ce que le burn-out, c'est un synonyme? Est-ce que c'est la même chose? Absolument, c'est la même chose. Okay. C'est la même chose. Au Québec, on aime bien dire épuisement professionnel. Nos cousins français aiment bien garder le mot burn-out. C'est souvent, en science, on sait que les anglicismes, on aime bien les traduire au Québec et puis parfois on les garde en France. Donc, on est devant le même concept. L'épuisement professionnel, le burn-out, on parle essentiellement de la même chose. Parfait. Donc, si on utilise un des deux termes, on est correct aujourd'hui. Exact. Génial. Et là, concrètement, si on plonge dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est l'épuisement professionnel? On peut penser, de la fatigue chronique en lien avec le travail, mais est-ce qu'il y a d'autres sphères à ça? C'est en lien avec le travail. Ça, c'est clair. C'est le premier élément qui est très important, là. On dit que c'est un syndrome qui est vraiment directement en lien avec le travail. On dit également que c'est un syndrome de détresse intense. Donc ça, c'est un élément qui est important, qui revient dans l'épuisement. C'est pas juste de la fatigue ou du surmenage. Il y a un sentiment de détresse qui est très, très important chez les gens. Puis pour faire le diagnostic correctement, là, pour dire c'est de l'épuisement professionnel, il faut que ça soit en lien avec le travail en tant que tel. Donc, cette idée-là de détresse intense est extrêmement importante. Les gens souffrent vraiment quand il y a d'épuisement professionnel. Il y a un certain nombre de symptômes qui sont présents, qui sont importants. La fatigue en fait partie. Mais si je reviens, par contre, au centre du concept, là, quand on parle vraiment du syndrome en tant que tel, il y a 3 éléments qui sont très, très importants puis qui reviennent puis qu'on cherche dans notre diagnostic d'épuisement professionnel. Le premier élément, c'est qu'il y a un épuisement au niveau des émotions. Donc, ce qu'on appelle un épuisement émotionnel. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que j'ai l'impression de vivre tellement d'émotions au travail, d'avoir vécu tellement d'émotions que mon réservoir à émotions est comme un peu vide. Donc, je vais chercher à me retirer, à me protéger de mon environnement parce que j'ai l'impression de ne plus avoir assez d'énergie pour vivre des émotions. Donc là, ça peut...
Je veux juste être sûr, Oui, comme oui. là, notre manque d'émotion, entre guillemets, notre réservoir est à vide. Ouais. Est-ce que ça peut se traduire par des symptômes physiques aussi, cette chose-là? Ça peut se traduire par des symptômes qui sont plus émotionnels, en fait. OK. Ce que je dis souvent, c'est un exemple que je donne, c'est lorsqu'on regarde la télévision de temps en temps, on regarde par exemple un commercial qui va être un petit peu plus émouvant. On va avoir ce que j'appelle le syndrome de la petite larme devant l'annonce de chat. Donc des choses qui vont nous émouvoir, qui habituellement vont pas nécessairement avoir un impact. Là, soudainement, on va ressentir une montée d'émotion. On va sentir qu'on est plus fragile au niveau émotionnel, on est plus à fleur de peau. Donc ça, c'est la première dimension, l'épuisement émotionnel fait que on a beaucoup moins de facilité à gérer nos émotions. Le deuxième élément, puis c'est un petit peu en réponse à ça, c'est le détachement. Donc, ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Je vais avoir tendance à mettre des limites, entre moi et mon environnement pour pouvoir me protéger. Donc, une de ces limites-là, ça va être le cynisme. Donc, je vais avoir tendance à critiquer beaucoup mon environnement, à dire que ça marche pas au travail, c'est comme ci, c'est comme ça. Puis, en mettant cette limite-là, ça me donne l'impression un peu de me protéger. De la même façon, chez certains professionnels, ça va être de prendre une distance par rapport au travail qu'on prend. Si on prend les gens, par exemple, les médecins, les psychologues, les infirmiers qui vont ressentir quand même pas mal d'émotions, il y a une partie émotionnelle au travail, bien, on va avoir tendance à se couper de cette partie-là. Puis alors, les gens peuvent avoir l'impression qu'on est plus froid. Donc, dépersonnalisation, c'est l'autre élément qu'on va chercher dans l'épuisement professionnel. Puis le dernier, c'est comme travailleur, j'ai le sentiment de ne plus m'accomplir professionnellement. J'ai le sentiment d'être comme un robot, puis que le travail en tant que tel n'a plus la même importance. J'ai de la difficulté à m'accomplir, de la difficulté à rencontrer mes objectifs. Donc ça, c'est les trois éléments qu'on cherche en recherche également, en la littérature. Tous les tests de dépistage sont structurés sur ces trois dimensions-là. C'est les trois facteurs qu'on va chercher. C'est vraiment l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le cynisme. Et puis finalement, la baisse du sentiment d'accomplissement professionnel. C'est les trois éléments. Quand ces trois éléments-là sont là, seulement on va pouvoir faire un diagnostic. OK. Puis le diagnostic, est-ce que c'est une maladie reconnue? Est-ce que c'est un trouble? C'est là que je m'en allais aussi avant, là, mais mais c'est ce que je trouvais ça curieux, de ce qu'on a vu de la littérature, ça semble pas être quelque chose de concret ou de formalisé sur papier. Il y a des particularités par rapport à cet élément-là. Tu sais, la réponse c'est oui et non. Oui et non, en ce sens où moi, comme psychologue clinicien, quand je fais une évaluation, bien, mon diagnostic, ça va être trouble d'adaptation avec humeur anxieuse ou humeur dépressive, toujours dépendamment. Donc, la mécanique, il y a une logique en arrière de ça qui est vraiment en lien avec la cause du burn-out, de l'épuisement professionnel. Faut se rappeler que l'épuisement professionnel est causé essentiellement par une exposition constante au stress. Donc, il y a du stress chronique dans mon environnement. J'ai de la difficulté à m'adapter à ces sources de stress-là, d'où le côté chronique, bien sûr. Ce qui fait que, tranquillement, ça va avoir un impact sur moi. Et puis, puisque j'ai de la difficulté à m'adapter, bien, lentement, je vais développer une condition d'épuisement professionnel. Donc, ce qui fait que, quand on fait un diagnostic de trouble d'adaptation, le rationnel en arrière de ça, c'est de dire qu'il y a beaucoup de stress dans mon environnement, je suis pas capable de m'adapter, donc le résultat est un trouble d'adaptation avec humeur soit anxieuse, soit dépressive. Puis, lorsque je vais être capable de m'adapter, donc, lorsque l'adaptation va revenir, bien, le trouble va disparaître. Ce qui est essentiellement ce qu'on voit, un épuisement professionnel, ça a un début, un milieu et puis une fin. C'est un trouble qui est présent, qui n'est pas présent pendant toute notre vie. Donc, on le voit clairement. La littérature nous le dit aussi, il n'y a pas de séquelles à un épuisement professionnel, ni du côté neurologique, ni du côté physiologique. Lorsque ça se termine, puis on revient ensuite à notre niveau de fonctionnement normal. Donc, le diagnostic, c'est celui de trouble d'adaptation.
Puis là, je vous parle, par contre, nous, on a tendance à fonctionner selon le DSM, qui est notre façon nord-américaine de fonctionner. Votre Bible. Le Notre manuel Bible, exactement. Mais les Européens ont une Bible qui est différente, qui est structurée de façon différente aussi. Là, je ne développerai pas sur comment est-ce que c'est fait. Hein. Le DSM est fait par des comités de psychiatres qui s'entendent sur le type de maladie. Bon, toujours avec la recherche en arrière de ça, bien sûr, mais quand même, c'est des comités. Tout le temps en constante évolution aussi. C'est en constante évolution. À la évolution. 5e version, qui n'est pas vraiment la 5e version parce qu'il y a eu des amendements aux versions. Il y a constamment des changements. Il y a des R, des révisés qui arrivent. Là, fait qu'on a eu la 4R, la 4 à 4R, et ainsi de suite. Et puis, de la même façon, en Europe, on a également une classification qui est différente. Puis en Europe, dans cette classification-là, il y a l'épuisement professionnel est présent. Donc, nous, ici, en Amérique du Nord, on utilise le DSM juste pour tous s'entendre comme il faut, avoir la même classification. En Europe, eux, la classification, la problématique de burn-out existe depuis 2017, si ma mémoire, il faudrait que je valide, là, mais c'est à peu près à ces moments-là que ça a été intégré dans la classification des problématiques de santé mentale en Europe. Donc, on s'entend sur la mécanique, on s'entend sur le fait que l'épuisement professionnel se développe après une période de stress prolongée et puis que la problématique va se résorber une fois que on se sera adapté au stress et puis qu'on aura également travaillé ce que ça aura causé, hein, donc la fatigue, les différents éléments qui sont présents dans l'épuisement. Puis, est-ce qu'il y a une notion temporelle à ces 3 dimensions-là? Parce que, bon, ça peut arriver, bon, il y a 2 semaines où là, c'est plus intense au travail, ou est-ce que là, on a tendance à plus critiquer, etc. Ou est-ce qu'on pourrait peut-être être un peu dans ces 3 sphères-là, mais ça finit par se résorber? Donc, à partir de quand est-ce qu'il faudrait, pour une personne qui peut-être nous écoute et dit « Oups, on dirait que ça me ressemble », à partir de quand est-ce qu'il faut lever un drapeau rouge, qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient? À partir du moment où je sens que c'est hors norme pour moi. On est vraiment, avec l'épuisement professionnel, puis je pense que je vais revenir à plusieurs reprises sur ça, on est vraiment dans une difficulté. Il y a tellement de facteurs dans l'épuisement professionnel qu'il faut constamment revenir à nous-mêmes, revenir à notre vécu habituel, à la différence avec la norme, avec ma propre norme, et non pas avec mon voisin, avec ma voisine, avec un travailleur en face de moi, un autre travailleur. C'est vraiment très, très particulier, là. En ce sens où, même quand on parle de programme de traitement, on va en reparler tout à l'heure, on n'a pas de traitement standard. On n'est pas capable d'avoir un traitement standardisé pour l'épuisement professionnel. On a un nombre de stratégies qu'on sait qui fonctionnent bien pour la plupart des gens, mais sur ces stratégies-là, il y en a 7-8 qui vont fonctionner avec une personne, puis 3-4 pour une autre personne. Ça va être différent. Donc, encore là, quand on parle de diagnostic ou quand on parle de prévention, soi-même, un exercice que je fais dans les organisations, quand j'interviens dans les organisations, c'est d'amener les gens à la liste de tous les symptômes possibles qui sont présents, puis de leur dire, une des premières compétences que vous devez développer, c'est d'être capable d'évaluer quels sont vos drapeaux rouges. Donc, on a tous des drapeaux rouges, on a tous des moments où on a certains comportements, certains symptômes, lorsqu'on commence à être plus fatigué, puis lorsqu'on commence à s'approcher de l'épuisement, qui vont apparaître. Puis si on les ignore, ensuite, on est plus à risque d'épuisement professionnel. Donc, la première étape, c'est de passer à travers ces différents éléments-là, ces différents symptômes-là, si on veut, puis d'être capable de se dire, oh, attends, ça me dit quelque chose. Ça, pour moi, là, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de drapeaux rouges? Je donne un exemple. Pour moi, un exemple personnel. Donc, quand je suis clinicien, je vois des gens en psychothérapie. Hein, on a quelqu'un à 5 heures, on a quelqu'un à 3 heures, à 4 heures. Pour moi, quand j'ai 2 clients pour la même heure dans la salle d'attente qui arrivent, donc que j'ai fait un double booking, c'est un drapeau rouge. Ça veut dire que j'ai pas été assez attentif à ma gestion des rendez-vous, puis peut-être que ça te parle un peu. À ma gestion des rendez-vous, mon niveau d'attention est un petit peu plus bas. Ça, c'est un indicateur pour moi. Un double booking, c'est un indicateur. Un autre indicateur pour moi, je pense qu'on est tous un peu sportifs dans la vie pour bien fonctionner. Là. Quand je commence à manquer des entraînements, quand je me délaisse de mon sport... là-dedans, là.
Là, à ce moment-là, pour moi, ça, c'est un drapeau rouge. Donc, chacun a développé comme ça là, des éléments où on se dit, oh, attends une minute, là, le terrain commence à être glissant. Ouais. Faut que je fasse certains changements, faut que je m'ajuste parce qu'on s'approche de cette limite-là. Ah, c'est intéressant pour le sport parce que je pense que moi, je suis un peu au contraire que quand je me mets pour un peu compenser pour le stress, faire beaucoup de sport tout le temps et ne pas m'écouter alors que normalement, je serais OK, là, j'ai fait une grosse séance d'intensité hier, j'ai les jambes lourdes, mais que là, je décide quand même un peu de façon automatique de me dire « Ah non, je vais rembarquer sur le vélo quand même le lendemain et le lendemain après sans m'accorder un repos comme je le devrais. » Ça, des fois, c'est un signe, OK, là, tu vis du stress de façon constante puis tu compenses de façon excessive par quelque chose d'autre. Exact. Ouais. Exact. Puis souvent, le sport est perçu, le sport fait partie des saines habitudes de vie, mais c'est pas un médicament, l'épuisement professionnel. Fait que c'est pas parce que j'en fais plus que ça va mieux aller. Hein? Tu as parfaitement raison. Au contraire, je vais peut-être me magasiner une blessure puis me ramasser sans plus de sport du tout, ce qui Là, est encore plus problématique, exactement. Puis un autre truc aussi, je sais pas si c'est quelque chose que vos clients soulèvent, mais que j'avais déjà constaté dans des périodes de stress constante, c'était ma créativité. Des fois, quand, dans notre travail, où est-ce que là, on est amené, OK, on pense au plan d'entrevue, OK, ça va être quoi l'idée du prochain épisode et tout ça. Puis là, quand la créativité, à un moment donné, prend le bord, là, c'est comme, OK, le cerveau, on dirait qu'il veut plus, il veut plus fonctionner. Des artistes, j'avais déjà entendu ça pour l'inspiration pour leurs chansons. Peindre un tableau, là, quand ils vivent du stress de façon chronique, là, pouf, la créativité, ça prend le bord. Oui, exactement. Ça peut être aussi un drapeau rouge à créativité. Il y a un drapeau rouge un peu plus général qu'on discute moins. Puis chez beaucoup de professionnels, quand je parle de ça, il y a comme quelque chose qui s'allume. C'est ce qu'on appelle le brouillard mental. Donc, le brouillard mental, c'est l'impression, puis on n'en parlera pas, hein, parce qu'on a l'impression que c'est nul problème, c'est l'impression d'être moins intelligent, de comprendre moins rapidement les concepts. Puis souvent, quand on a bien maîtrisé des concepts, puis qu'on a eu une vie où on a toujours tout compris ce qu'il y avait autour de nous, puis là, soudainement, on se dit, je comprends pas cette affaire-là. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle le brouillard mental. Puis ça, c'est un symptôme, c'est un drapeau rouge important, puis c'est un symptôme important de l'épuisement professionnel. Fait que ça, habituellement, ça nous parle quand on l'a déjà vécu. On dit, oh mon Dieu, c'est ça, cette affaire-là. Oui, c'est pas parce que tu étais trop vieux ou pas parce que c'est juste parce qu'à ce moment-là, il y avait un certain épuisement qui commençait à s'accumuler. Puis, vous avez nommé à quelques reprises les professionnels de la santé. Est-ce qu'il y a certains groupes de travailleurs qui sont plus à risque? Quand on a fait le travail de revue littérature, il y avait beaucoup de données sur les infirmières, les médecins, les psychiatres. Donc, j'imagine les professionnels de la santé, il y a un certain don de soi. Donc, on est peut-être plus à risque. Est-ce qu'il y a d'autres groupes de population? Professionnels de la santé, c'est sûr qu'il y a deux éléments aussi. Ce qu'on appelle la fatigue de compassion, qui est un élément différent, beaucoup plus émotionnel, une partie différente de l'épuisement professionnel. Donc, où là, c'est beaucoup dans la relation avec l'autre, comment je gère la relation avec l'autre, comment je suis capable d'opérer un certain détachement. Moi-même, dans ma carrière, je le vois là, avec mes collègues cliniciens avec qui j'ai gradué, tous ceux qui ramenaient les problématiques des clients chez eux le soir puis la fin de semaine, aujourd'hui, ne pratiquent plus. Là. On est capable de faire ça 1 an ou 2 ans, mais sinon, c'est beaucoup trop lourd. Il faut vraiment être capable de fermer la porte, barrer la porte de la clinique, et puis on retourne à la maison, puis on ne pense plus du tout aux clients. C'est drôle de dire que c'est comme une antithèse parce que tu te donnes dans ce domaine-là justement pour essayer d'aider l'autre, puis tu as envie d'en faire toujours plus, puis toujours plus, parce qu'on est dans cette culture-là. Exact. Donc tu te dis, à dire, moi dans ma tête, c'est logique pour un professionnel de la santé de rentrer à la maison chez eux, puis de continuer à cogiter sur ces choses-là. Mais en même temps, il faut que tu sois capable de te mettre une barrière, une limite, parce qu'autrement, tu ne pourras pas toffer. Là. Sinon, tu as le poids de tous les problèmes de l'univers sur les épaules. Là, Exact. Puis un élément qui est très important dans l'épuisement professionnel, puis dans tout ce qu'on va travailler ensuite sur l'épuisement professionnel, puis dans la gestion du stress de façon générale, c'est cette notion-là de contrôle. Est-ce que j'ai le contrôle sur les différents éléments qui sont autour de moi? Puis jusqu'à quel point est-ce que j'ai du contrôle? Donc, avoir du contrôle, ça veut dire est-ce que je peux faire quelque chose pour, dans ce cas-ci, aider la personne? Bien, le soir, à 7h30, là, si je pense à mon client qui a certaines difficultés, là, c'est zéro contrôle. Là. Une fois que le client est sorti de mon bureau, là, j'ai fait ce que je pouvais pendant les 50 minutes où je le voyais. J'ai fait au meilleur de ma connaissance. Il est parti.
même si j'y pense pendant 1 heure, 10 minutes, 20 minutes, ça change absolument rien. Puis cette idée-là de contrôle, elle est très importante dans l'épuisement professionnel. Parce qu'une grosse partie de pourquoi on s'épuise, c'est parce qu'on continue à penser, à ruminer, puis à essayer de contrôler, alors qu'objectivement, il n'y en a plus de contrôle. Fait que cet élément-là, le contrôle, est très important. Puis, pour tous les professionnels de la santé, justement, l'idée de dire, quand j'ai fini à 5 heures, je contrôle plus, mes rencontres sont terminées, on y va. Maintenant, peut-être que je vais stresser parce que j'ai pas eu le temps de finir mes notes ou les aspects administratifs. C'est ça, c'est autre chose. Mais oui. Mais on dit c'est autre chose, mais d'un autre côté, je regardais avec dans la littérature, c'est assez clair avec les médecins, c'est un des problèmes parce qu'on veut qu'ils pratiquent, on veut qu'ils aident les gens, on veut leur expertise. C'est ce qui est puis décrié ensuite, ici, absolument. C'est ça, il faut qu'ils remplissent leur dossier. Puis là, finalement, la lourdeur administrative. La lourdeur administrative est un facteur important du développement de l'épuisement. Donc, on disait l'aspect compassion émotionnelle. Il y avait un autre aspect que vous vouliez aborder aussi chez les travailleurs de la santé. Mais le contrôle, c'est ça? Le contrôle, c'est oui, c'est ça. Je pense qu'on est encore un peu dans toute la question de la compassion, de la fatigue de compassion. Là, c'est plus l'aspect émotionnel en tant que tel. Puis après, ensuite, l'autre aspect qui est important, un autre aspect qui est important avec les travailleurs de la santé, c'est le fait qu'il y a souvent un haut risque qui est présent. Donc, ce qui va amener un niveau de stress qui est quand même un peu plus important. Les aspects administratifs, on y a touché également, là, qui sont également problématiques. Le temps supplémentaire, j'imagine, la surcharge, à un moment donné. Le TSO, le temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières, là, t'as pas de notion de contrôle. D'autres professionnels de la santé aussi. Mais... Exact. Ouais. Puis il y a cette idée-là aussi que souvent, les professionnels de la santé, de façon générale, sont aussi considérés comme placés sur des piédestals, un peu comme des héros, ou comme des gens qui vont un peu tout régler. Puis cette pression-là, pour tous les gens qui sont placés sur des piédestals comme ça, devient extrêmement importante. On voit la même chose, puis une grosse partie de la littérature qui s'adresse aux gestionnaires en tant que tel. Puis je me souviens d'une partie de cette littérature-là qui nous disait clairement que contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus tu es haut dans la pyramide, dans la hiérarchie, plus ton risque d'épuisement professionnel est élevé. Parce que, oui, peut-être que tu es plus payé, oui, peut-être que tu as plus de privilèges, mais ultimement, le sens de responsabilité, le niveau de contrôle, et puis, ultimement, le fait que tu sois la dernière personne qui va être appelée la fin de semaine, qui doit régler des problèmes en tant que tel, le fait de toujours être disponible ou à peu près, fait que tu deviens très à risque de développer l'épuisement professionnel. Est-ce que ça peut faire écho à la performance, cette notion de devoir plus performer qu'un autre travailleur qui est peut-être dans un plus bas échelon? Ou... Bien, c'est qu'on performe de façon différente. Les demandes sont différentes. Il y a plus d'incertitudes il y a plus d'incertitudes. On doit prendre des décisions. On doit se risquer un peu plus. Il y a plus de responsabilités de façon générale. Donc, à ce moment-là, ça fait appel à d'autres facteurs organisationnels qui vont amener au développement d'épuisement professionnel et non pas juste, comme ça peut être le cas chez un travailleur qui fait des tâches qui sont plus simples, et non pas seulement de la surcharge de travail. Parce que la surcharge de travail, oui, c'est un facteur important qui va mener au développement de l'épuisement professionnel. Mais si on ajoute surcharge de travail à un niveau de responsabilité important, à des problématiques de contrôle, on ajoute plusieurs autres éléments, ce qui va se passer, ce qui va être le cas chez des professionnels de haut niveau ou chez des gestionnaires, à ce moment-là, c'est sûr qu'on augmente notre risque. Donc, on n'a pas vraiment pas que la question de la charge de travail qui est importante. Puis, j'aimerais qu'on discute de la prévalence de l'épuisement professionnel et peut-être de votre ressenti comme clinicien aussi. On a trouvé des données de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail, des données de 2023. Puis, dans ce sondage-là, il y a 25 % des répondants qui disaient vivre un épuisement professionnel et les groupes les plus touchés dans cette étude-là, ce seraient les jeunes de 18 à 34 ans, notre âge, suivi des 35 à 49 ans. Puis, on en a discuté, on a un épisode sur l'anxiété sociale, le fameux discours ambiant de bon, là, les jeunes, tout le monde est anxieux aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Donc là, il y a les données. Puis après, vous, est-ce qu'au fil de vos années de pratique, vous avez l'impression qu'il y a plus de gens qui viennent vous voir pour ça?
Quel est votre ressenti sur ça? Il y a clairement quelque chose qui se passe en ce moment. Moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser autour de 2000, d'année 2000, où il y a un tournant, puis il y a eu un changement très, très important dans notre société. Moi, quand j'ai fait mon doctorat, ma thèse de doctorat, j'avais besoin d'un milieu pour pouvoir tester. Hein. J'avais besoin d'une organisation. Ouais. Ça m'a pris 2 ans à trouver une organisation. Il y a personne voulait parler de ça. Puis on me disait toujours la même chose. Si on commence à parler de ça, l'épidémie va se développer, ça va spread, tout le monde va perdre le contrôle, on va perdre tout le monde. Donc, à ce moment-là, parler de santé psychologique au travail et d'épuisement professionnel, c'était tabou. Là. On parle de il y a quoi, il y a 20 ans, 25 ans? On parle de 2004, 2005. Il y a 20 ans, ça n'a pas d'allure. Non, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Donc, donc à ce moment, on part de là, déjà. Puis on arrive aujourd'hui en 2024. On a passé à travers une pandémie. Qui a causé beaucoup d'épuisement professionnel. Gardons en tête que l'épuisement professionnel, c'est un trouble d'adaptation, donc c'est surexposition à du stress chronique. Donc, pendant ces années-là, du stress, il y en a eu. On a demandé aux gens de s'adapter au télétravail, on a demandé aux organisations de s'adapter au télétravail, on a demandé aux gestionnaires de s'adapter au télétravail. Pas toujours avec des bons cadres, pas toujours avec de la bonne façon, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'épuisements professionnels qui se sont développés. On parle même pas de la charge de travail. Hein. On se rappelle que quand on est tombé en pandémie, le premier réflexe de beaucoup d'organisations, ça a été de laisser aller 50% de leur force de travail pour se rendre compte 3 mois après qu'ils avaient besoin d'eux autres, puis demander aux gens qui étaient restés de compenser pour pas qu'ils puissent poursuivre leurs objectifs organisationnels. Donc, c'était pas voulu. On s'adapte comme on peut, mais ça a eu quand même certaines conséquences. Donc, fait que je dirais que les statistiques sur l'épuisement professionnel de façon générale, moi, j'en vois beaucoup. J'en entends beaucoup parler. Je suis beaucoup sollicité pour intervenir dans les organisations. Mais quand on parle de statistiques en tant que telles, déjà, de dire c'est quoi exactement un épuisement professionnel. On en a parlé de la classification qui est moins claire. C'est pas clair d'une place à l'autre. Exact. Fait que déjà, ça, c'est un point qui est assez important. Les gens qui s'autodiagnostiquent, qui vont faire un autodiagnostic, on sait que c'est problématique depuis longtemps. Souvent, il va y avoir des problématiques qui sont peut-être plus en lien avec la personnalité ou avec d'autres éléments cliniques. Les gens vont les interpréter ou vont les présenter comme étant de l'épuisement professionnel parce que c'est mieux vu socialement que de dire, par exemple, je souffre d'un trouble de personnalité limite ou je souffre d'autres problématiques qui sont des problématiques réelles puis qui ont besoin de soins. Donc, les statistiques en tant que telles, ce qu'on peut dire, là, c'est que clairement, là, depuis 2016-2017, ça se parle beaucoup plus ouvertement, puis on parle beaucoup plus de l'importance de la santé psychologique au travail et de l'existence et de l'importance de la prévention de l'épuisement professionnel. Ensuite, la pandémie a chamboulé beaucoup de choses. C'est clair qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus que ce qu'il y avait avant. Mais avoir des chiffres précis, ce serait difficile aujourd'hui. Puis est-ce qu'il y en a plus est-ce qu'il y en a réellement plus ou c'est que les gens sont plus ouverts à en parler, il y a plus de sensibilisation, donc il y a moins de cas qui passent en dessous du tapis? Moi, je dirais qu'il y en a réellement plus à cause de la pandémie, de tout le temps qu'on a passé en pandémie, puis de cette espèce de déficit-là qui vient encore avec la pandémie. On a demandé beaucoup d'adaptation. Les gens sont retournés déjà fatigués. Et puis là, on a la crise économique qu'on vit depuis quelques années aussi qui a beaucoup changé la donne. Ce qui fait qu'on accumule ces facteurs-là, on accumule cette fatigue-là. Donc, il y a un déficit qui, à mon avis, va amener beaucoup plus de gens vers l'épuisement professionnel. Puis pendant qu'on est sur le sujet de la pandémie, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à l'effet du télétravail, en fait. Donc, est-ce que c'est bien, moins bien? Puis, je pense que le diable est dans les nuances, là. Puis, dans la littérature, on a lu, certains facteurs, en fait, qui peuvent diminuer les risques de burn-out. Le fait que, une plus grande flexibilité pour les horaires, on n'a pas le temps de transport jusqu'au travail, on peut avoir un environnement qui est plus adapté, on a notre bureau, l'ergonomie, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup
beaucoup de facteurs qui peuvent augmenter le risque. Le fait qu'il n'y a pas vraiment les frontières sont mal définies entre notre vie professionnelle et la vie personnelle. Tu es chez toi. Il y a un plus grand risque de rester connecté plus longtemps parce que, bon, là, je ferme la porte de mon bureau, mais je suis dans la cuisine. Là. Si mon gestionnaire m'envoie un courriel puis j'ai mon téléphone, ben, le bureau est techniquement juste à côté. Donc, il y a comme un peu des deux. Ouais. Il y a un flou dans les horaires. Ben oui. Je veux dire, le nombre de fois que tu ramènes du travail chez toi, passer 5 heures, puis que tu te sens obligé de répondre à un courriel ou whatever, tu sais. Exactement. Ma mère me le disait des fois qu'elle trouvait que le matin, normalement, elle allait prendre son café, elle avait comme son temps dans l'auto où est-ce que oui, elle était dans le trafic, mais elle écoutait de la musique, elle allait appeler sa mère, elle allait m'appeler moi, alors que là, elle finissait de manger sa toast puis bang, direct devant le bureau. C'est à peu près ça. J'ai eu cette impression-là aussi. Moi, j'ai pas travaillé longtemps à distance, je suis épidémiologiste. Hein, donc, c'est sûr que durant la pandémie, il y avait besoin de nous. Donc, j'ai eu la chance de quand même travailler au bureau le plus clair de la pandémie, mais les quelques mois, j'ai été à la maison. C'était à peu près ça. Là, moi, je suis un lève-tôt. Là, donc, à 5h45, devant mon écran d'ordi avec ma toast, je commençais à travailler. Là, ce qui n'était pas le cas avant parce que j'allais au gym avant d'aller au bureau. Je me levais à la même heure, je faisais les mêmes routines. Là, aujourd'hui, c'est plus déconstruit, ces choses-là. Puis c'est moins encadré, j'imagine, au niveau des normes. Là, c'est pas clair encore. C'est clair. Non, mais on revient beaucoup à une question individuelle. Regarde, si j'écoute ce que tu viens de dire, c'est j'ai eu la chance d'aller travailler au bureau. C'est pour moi. Moi, j'ai beaucoup de clients qui disent non, moi, je ne retourne pas au bureau. Là. Je veux rien savoir de retourner au bureau. Là. Donc, selon notre personnalité, selon notre envie de socialiser, d'échanger avec les gens, à ce moment-là, ça va être différent. Fait qu'on a un peu ça comme base avec le télétravail qui est très, très importante. Puis les données sont un peu particulières en ce sens où, oui, on a des données qui nous disent que de sauver le temps de transport et sauver le temps de transport va baisser le niveau de stress, mais on a exactement des données sur le phénomène que vous venez de me décrire, qui est cet espace-là de détachement que les gens réussissaient à avoir dans le trafic ou dans le commuting, là, on appelle ça dans la littérature américaine, où justement, cette demi-heure-là, ce 45 minutes-là, où tu vas tranquillement le matin écouter Masbourian en t'en allant, en prenant ton café, détachement avant d'arriver au bureau, aide à la gestion du stress. Ça permet là, d'avoir un espace clair de différenciation entre le travail et puis la maison. Puis ça nous ramène à un élément qui est très important, puis un élément qui va être important dans la prévention de l'épuisement professionnel et ensuite dans l'intervention, s'il y a le développement d'un épuisement, qui est l'importance des rôles qu'on a dans nos vies et puis de gérer chacun de ces rôles-là de façon différente. Donc, la transition de rôle, dans un cas comme celui-là, de dire je pars de mon rôle personnel avec les enfants, avec les toasts le matin, vers mon rôle professionnel, où là, j'ai des compétences différentes que je vais activer, mais d'avoir un espace de détachement entre ça va me permettre de mieux envoyer un message à mon cerveau qu'on fait un changement. Puis de la même façon, quand on va travailler avec des gens qui, eux, doivent rester en télétravail, on va mettre en place des mécanismes, on va essayer de mettre en place des mécanismes qui vont envoyer ce message-là au cerveau. Donc, on parle des classiques, de dire, je travaille toujours de la même place, donc du même endroit dans la maison. J'ai un bureau spécifique auquel je vais travailler. Avant d'aller travailler, peut-être que je vais prendre une marche, que je vais sortir à l'extérieur. Donc, pour envoyer encore là un signal clair à mon cerveau qu'on transitionne, on s'habille. On se... on reste pas en mou. On reste pas en mou. On fait pas une transition du lit avec l'oreiller encore étampé dans le visage au Zoom. Donc, cette transition-là envoie encore là un message à mon cerveau qu'on s'en va vers le rôle professionnel. Et puis, on est structuré dans notre façon de travailler. On commence à travailler à 9 heures comme au bureau. On prend une pause entre midi et 1 heure. On va marcher à l'extérieur. On dîne. Ensuite, on recommence à 1 heure. On continue jusqu'à 5 heures, on prend des pauses entre ça. On garde une structure temporelle autour de ça. Donc, il y a des façons de faire notre télétravail pour que ça ressemble le plus possible au bureau, que ça amène une certaine limite, que ça envoie à mon cerveau un message. Par exemple, quand je termine à 5 heures, si je prends une marche après ou si je fais X, Y, Z après,
je peux faire cette transition-là ensuite vers ma soirée, puis vivre ce détachement-là, détachement de rôle qui est très important. Là, je sors de mon rôle, puis je vais faire autre chose. À 5 heures, je peux aller courir. Là, quand je reviens de courir, ben là, c'est clair. Ouais. Je suis dans mon rôle personnel ou de soirée et non pas dans mon rôle professionnel. Ce qui ne veut pas dire je ne peux pas travailler le soir, ce qui ne veut pas dire je ne peux pas. L'idée en arrière de tout ça, je reviens avec cette idée-là de contrôle qui est important, avoir un sentiment de contrôle sur mon travail, qui est de dire, ben, si par exemple, je ne rencontre un meeting, puis c'est ce qui arrive souvent en télétravail, un meeting avec des Européens ou avec les Chinois le mercredi soir entre 10h et 11h30, bien, il n'y a pas de problème. S'il est à mon agenda, si je m'organise autour de ça, si je recommence un peu plus tard le lendemain matin, puis je garde un certain équilibre, puis c'est d'avance, je le sais, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est l'imprévisibilité, c'est l'introduction, entre autres, les sollicitations, entre autres par courriel, par texto, par Slack, par tous ces médiums-là, qui viennent un peu à n'importe quel moment, puis où je réponds plutôt que de dire, ben moi, je ferme la shop à 5 heures. Et puis, s'il y a le feu, pas de problème, vous m'appelez. On fait ça à l'ancienne. Mais sinon, vous m'envoyez les courriels, puis je vais répondre demain à 9 heures. Donc, on garde cette séquence-là, puis on garde cette structure-là de fonctionnement. Puis ça, c'est vraiment le secret pour un télétravail là, qui est exempt, ou à tout le moins le plus possible d'épuisement professionnel. Donc, le contrôle, la routine, un peu, je dirais, ça serait dans des méthodes de protection, de prévention du burn-out. Mais là, on a parlé au niveau individuel. Au niveau organisationnel, comment que les entreprises, les compagnies peuvent faire pour essayer de diminuer les risques de burn-out chez leurs employés? Est-ce qu'il y a des trucs qui se font? Est-ce qu'il y a des normes au Québec? Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent ces choses-là? Il y a certaines normes, il y a certaines lois qui encadrent tout ça, plusieurs de ces éléments-là. Jamais spécifiquement par rapport à l'épuisement professionnel, mais par exemple par rapport aux incivilités, par rapport au harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Il y a encore eu des changements dans la loi là, il y a quelques semaines de ça. Donc, où on doit s'assurer d'avoir une politique claire avec des gens dans chacune des organisations vers qui on peut se tourner s'il y a des problématiques d'intimidation, de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel. Donc ça, le gouvernement fait très bien son travail sur ça. Mais au niveau organisationnel, par exemple, d'avoir une politique, moi ça c'est un élément qui est très important, une politique de déconnexion claire. C'est politique de gestion de tout ce qui est en lien avec les communications. C'est un élément qui est très, très important. De cette façon-là, on va aplanir les attentes de l'un et de l'autre. Si l'employeur dit « chez nous, passé 18 heures, on ne répond pas à un courriel ou on n'envoie pas un courriel, à moins d'une urgence qui est spécifiée dans l'entête du courriel. Hein, je pense avec vous. Bien, à ce moment-là, le gestionnaire qui, lui, est dans une période de sa vie où il veut pousser un petit peu plus, puis peut-être il se dit, je vais envoyer ça à mes employés. De toute façon, ils savent qu'ils ont juste à répondre demain matin, versus l'employé qui, lui, est un petit peu moins à l'aise, un peu moins affirmé dans sa façon de faire, puis qui se dit, hey, si je reçois ça, c'est peut-être parce qu'il faut que j'y réponde. Alors que le gestionnaire, dans le fond, il veut pas qu'il y réponde. Fait qu'il y a des questions là, où on n'est même pas dans de la performance ou de la malveillance ou rien de ça. C'est vraiment juste de la mauvaise compréhension. Fait qu'une politique comme ça, ça nous permet de bien aplanir. C'est quoi les rôles? C'est quoi mes attentes par rapport à tout ça? Puis on s'entend tous sur la politique, puis ensuite on accepte que on va faire des ajustements selon les comportements de chacun. Puis parfois, ça va finir en excuse en disant écoute, excuse-moi, là, je voulais pas. Puis fait que de cette façon-là, on va être capable d'avoir des attentes qui sont claires pour tous. Puis quand on a des attentes claires, mais là, c'est là que le sentiment de contrôle de chacun va être très, très important. Je parle de contrôle, là, ça fait plusieurs reprises que je parle de contrôle. Peut-être faire juste un petit aparté sur ma façon de voir cet élément-là. Moi, je travaille beaucoup avec la définition du stress, puis de la façon de percevoir le stress que Sonia Lupien a développé, qui est, vous avez probablement déjà entendu parler, mais j'en parlais. Très bien, Sonia. Parfait. Donc, le ciné, qui sont les ingrédients du stress. Fait que des 4 ingrédients qui sont présents dans toutes les situations de stress.
Donc, il y en a peut-être 1, 2, 3 ou 4. Donc, le premier qui est le contrôle, le sentiment de contrôle. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir assez de contrôle pour rencontrer mes objectifs? Donc, ça, c'est le C. Ensuite, le I, c'est l'imprévisibilité. Donc, l'aspect imprévisible d'une situation. Le N, c'est la nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai jamais fait. Et puis le E, finalement, c'est l'ego. Donc, moi, je travaille beaucoup avec un angle ego qui est beaucoup l'image. Donc, j'ai l'image professionnelle que je peux donner, l'image de moi-même. Donc, il y a une menace à cette image-là, à mon image professionnelle, qui va causer, que mon cerveau va percevoir comme une menace. Donc, à partir de ces 4 éléments-là, lorsque ces éléments-là sont présents, ils vont causer du stress, si je suis pas capable de m'adapter à ces différents éléments-là, donc de neutraliser ces ingrédients-là, à ce moment-là, il y a des chances que je sois face à une situation de stress chronique qui, tranquillement, m'amène vers l'épuisement professionnel. Donc, quand on parle de contrôle, c'est comment je fais pour donner à mes employés, dans un contexte organisationnel, un sentiment de contrôle assez élevé, avec un certain niveau de règles, avec des politiques, avec une attitude générale des gestionnaires. Il doit garder ça en tête, de se dire, mes employés doivent avoir un bon sentiment de contrôle pour qu'eux-mêmes puissent gérer leurs tâches et puis vivre moins de stress, puis moins aller vers le sentiment d'épuisement professionnel. Donc, même chose avec l'imprévisibilité. Puis, quand on parle de tout ce qui est technologie, communication, l'imprévisibilité, c'est un élément, c'est un gros élément. Là. Si on parle juste des notifications, si on parle juste de la façon de répondre aux courriels, quand est-ce que je réponds au courriel, le temps de réponse au courriel, quand on va travailler sur ça, souvent, ce que moi, je vais dire, c'est comme la façon de neutraliser, c'est de se dire, par exemple, en matinée, mes courriels, moi, si je rentre à 8h30 le matin, de 8h30 à 9h, je fais du courriel. Ensuite, je vais regarder mes courriels avant d'aller en pause, peut-être vers 10h20. Puis ensuite, avant de partir pour dîner, à 12h15, je vais regarder mes courriels, puis je vais les gérer. Entre ça, je travaille. Ouais. Je me laisse pas déranger. Je dois avoir du temps ininterrompu de travail. Sinon, juste toutes ces transitions-là, au niveau de l'attention, ça vide. Ouais. Ça me vide mes batteries. Fait que c'est le genre de stratégie dont les organisations doivent faire la promotion. Et puis, avec des politiques qui sont claires, où tout le monde va pouvoir s'entendre sur la même façon de faire et non pas sur les bonnes idées de chaque gestionnaire ou de chaque employé. En s'entendant sur ces façons de faire-là, ça va ramener un bon niveau de contrôle, puis de contrôle et des autres éléments également du ciné, donc pour baisser mon niveau de stress, donc le contrôle, l'imprévisibilité, nouveauté et puis les éléments d'image aussi. Pour rester au niveau de l'organisation, parce que là, on vient de parler de petits trucs. Moi, j'adore l'idée de la déconnexion. Je pense que je vais proposer ça dans mon centre de recherche pour les étudiants, parce qu'on reçoit des courriels à toutes les heures du jour et de la nuit. Mais tout le débat qui existe alentour du nombre d'heures travaillées par semaine. Là, on parle des semaines de 35 heures. Là, on a réduit historiquement. On est passé du 80 à 50 à 40. Là, on parle du 35, même du 32. Les compagnies qui ont testé le modèle de 4 jours par semaine. 4 jours par semaine, etc. Est-ce que ce sont des mesures, des choses qui pourraient aider à prévenir les burn-out tout en favorisant la productivité? Est-ce que vous avez un petit peu comment je peux dire... sans avoir des données d'expérience scientifique là-dessus, est-ce que vous avez observé des trucs en clinique là-dessus, peut-être des gens qui travaillent moins longtemps versus des gens qui travaillent plus longtemps? On n'a pas de données, puis je crois que ça fait partie des aspects un peu plus individuels. Ça fait partie des aspects aussi longitudinaux, en ce sens où il y a certains moments dans notre vie, quand on débute notre carrière, on a moins de responsabilités au niveau familial, on a peut-être moins de responsabilités au niveau financier. Donc, on perçoit cette question-là des heures travaillées d'une façon différente. On va être prêt à s'investir plus. On va être prêt aussi à travailler d'une façon différente. Donc, c'est sûr que je pense pas que c'est une bonne chose de mettre dans le même bateau la différence entre 40, 45, je dirais 45 et moins versus 45 et plus. 45 et plus, c'est nécessairement toxique. Ah ouais. C'est trop. Ah ouais.
C'est trop. Prendre des notes. Non, mais c'est que je viens de penser à une organisation qui, dans sa politique, avait écrit que les attentes étaient de travailler au moins 40 heures par semaine. Ouais. Tu sais, c'était au moins 40 heures, Ouais. pas 40 heures. Ouais. Au moins. Ben, Donc, ça. Déjà que tu as ça de phrase. Tu sais, juste le phrasé te pousse à en faire OK, plus donc, que 40. Plus de là. 45 heures, c'est toxique. Wow. Ouais. Oui, puis il y a encore des organisations qui demandent ça, puis des organisations de haut niveau. Hein? Je nommerai pas, je nommerai pas, mais on sait tous à qui on pense. Pas besoin Mais de ces name organisations-là, maintenant, beaucoup sont prises avec la problématique où ils vont demander justement à des stagiaires ils vont avoir des stagiaires la première année, ils vont engager ces gens-là la deuxième année, puis la troisième année, ils vont les perdre. Donc, il y a des modes de fonctionnement qui sont un peu qui sont hérités. Puis je dirais que c'est peut-être mon point de vue plus de personnel de psychologue. Moi, c'est une observation que moi j'ai faite. C'est comme s'il y a certaines têtes dirigeantes qui ont l'impression que la façon de fonctionner des années 80-90, où il n'y avait pas toute la question des communications, il n'y avait pas toute la question d'instantanéité, il n'y avait pas ce roulement qu'on peut faire. On pouvait s'asseoir tranquillement dans notre bureau, écrire une procédure, écrire une analyse, faire des analyses comptables pendant 3, 4, 5 heures tranquille avec son petit café. Ça demande un certain niveau d'énergie. Mais aujourd'hui, en 2024, ces professionnels-là, il faut ajouter la connectivité, il faut ajouter le nombre de courriels qu'ils ont reçus, il faut ajouter qu'ils ont probablement un Zoom avec la Chine, avec l'Inde, c'est plus le même travail. Donc, ce qui pouvait être fait dans les années 80-90 avec une assistante, dans des conditions qui étaient assez différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. Puis j'inclus aussi dans les labos de recherche. Oh, ouais, on est un milieu, ça c'est un milieu, qui est est archaïque. On va prendre des notes de cet épisode. La même chose à l'ancienne époque où le chercheur arrivait, puis il y avait un paquet d'assistants, puis c'est plus la même dynamique. Moi, les amis qui sont profs, puis qui ont des laboratoires de recherche aujourd'hui, là, c'est pas les profs que j'ai connus. Mais le travail a changé. On nous demande, parce exact. qu'on va prêcher pour notre paroisse, là, on est des gens qui avons fait de la recherche, qui en font encore beaucoup. Puis on doit avoir tous les chapeaux. Là. Exact. Ouais, On est professeur, enseignant, on est auteur, on est graphiste. Ouais. Ah oui. Moi, je suis pourri là-dedans, mais il faut que je les fasse, mes figures, mes affaires pareilles. Exact. On est communicateur, Exact. Donc, dans ces organisations-là, aujourd'hui, on a encore malheureusement des dirigeants qui ont l'impression que parce que eux, dans les années 80-90, étaient capables de le faire avec tout ce support-là, ben les jeunes aujourd'hui devraient être capables de le faire. Puis l'adéquation, elle se fait pas. Ouais. À cause des changements technologiques qu'on a vécus, à cause de tout ce qu'on nous demande au niveau intellectuel, au niveau attention, au niveau petites tâches autour de tout ça, ça ne se fait plus. Plus que 45 heures semaine, quand on regarde le pourcentage de notre niveau de performance puis notre niveau d'efficacité, Ouais. ça ne sert plus à grand-chose. Donc, mon heure, là, ma 10e heure de la journée, ma 11e heure, ma 12e heure de la journée où je travaille, là, je vais être à des pourcentages d'efficacité de 20, 22, 25 %. Wow. Fait que quand on cumule ça là, ensemble, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ces 3 heures-là le soir, là, 3h30, 4 heures, là, puis je ferme la shop, je m'en vais au cinéma, tranquille, je mange un bon popcorn, je me couche à 11h30, puis je me lève 1 heure plus tôt le lendemain matin, ben 4 fois 25 %, ça fait 100 %. Fait que je suis capable de rattraper une bonne partie de ça grâce à ma récupération la veille. Puis ça, c'est un élément, quand on fait le traitement d'épuisement professionnel, qui est fondamental. De réintroduire comme ça cette notion-là qu'on connaît tous en sport. En sport, on le sait, on récupère. Ah oui, il faut. on récupère après avoir fait du vélo, on récupère après avoir fait de la natation, on récupère même durant. Hein? Moi, j'étais dans la piscine il y a 3 soirs, puis on faisait 4 fois 50 mètres. Bien, 4 fois 50 mètres, j'avais 20 secondes de récupération entre chacun des 50 mètres. Mais au travail, c'est la même chose. Cette récupération-là doit exister pour rester efficace.
Puis ça, cette notion-là, on l'a comme... Mais tout ce qui est santé mentale, c'est tout le temps ça. C'est intangible, c'est invisible. Ouais. Donc, on a tendance justement à un peu l'ignorer versus récupération physique. C'est facile à imaginer. Tu viens de faire T'as mal aux 46 biceps curls. T'as mal au bras, tu le sais qu'il faut que tu récupères. C'est à peu près ça, là, l'idée. Là. Ouais. Mais faut changer le paradigme, il faut changer la façon dont on pense la santé mentale. Je pense que tranquillement, le discours est de mieux en mieux dans l'espace public. Mais visiblement, il y a encore beaucoup de choses à changer parce que là, vous mentionnez 45 heures. Je ris, mais c'est parce que ma réalité en recherche, en enseignement, avec les exigences, c'est que je dépasse ça mais tout le temps, là. tout le temps. C'est pas une semaine que je fais pas moins de 45 heures. J'en doute pas. Puis ça, c'est un concept de ce qu'on appelle la performance durable. Ouais. Okay. Ah ouais, c'est bon ça. Fait qu'on peut travailler plus que ça. On peut, mais éventuellement, ça va nous rattraper. L'idée, c'est de dire comment est-ce que je peux, tu sais, à 45 heures dans ces eaux-là, je vais être capable de fonctionner comme ça pendant toute ma carrière. C'est impossible. Moi, ça n'arrivera pas. Non. Si... là, je finis mon doctorat. Après ça, je me suis dit que je vais retomber dans des horaires plus normales. C'est sûr qu'il y a des moments dans nos carrières où ça peut fluctuer. C'est sûr que quand on est en train de terminer son doctorat, quand on est en train d'écrire la thèse, il y a beaucoup de choses qu'on vit à ce moment-là. C'est la notion du travail aussi dans ce type. Je fais un aparté encore là, sur la recherche, mais c'est particulier la recherche aussi. Là, il y a un climat. Il y a des moments où tu veux travailler, mais c'est le cerveau, il ne suit pas non plus. Donc, tu es quand même 3 heures devant ta page blanche parce que tu sais, faut que tu le produises, mais il n'y a rien qui produit non plus. Mais le lendemain, tu as 12 heures où là, bang, ça écrit. C'est ça, donc là, tu en profites. Donc, c'est un peu différent aussi. Exact. Mais tout de même, le 45 heures est choquant. Ouais. Puis il faut apprendre à gérer ces moments-là. Puis, tu sais, de 3 heures, lorsqu'on réussit à se voir aller un peu, puis à prendre ce 3 heures-là, puis de le transformer justement en 15 minutes, puis ensuite, peut-être une lecture d'un livre de science-fiction ou bien de quelque chose d'autre. Reprendre le contrôle, tu sais, c'est un peu... Ouais. Mais prendre le contrôle, puis ce qu'on dit aussi qui est très important, là, il y a la question de la récupération, mais pendant cette récupération-là, je dois retomber dans un rôle qui est différent. Dans un rôle qui est non professionnel. Je comprends. Puis on a même des critères qui sont spécifiques par rapport à ces activités-là. Quand on travaille avec les clients, les critères, ce qu'on a vu, ce que la littérature a fait ressortir, c'est 2 critères qui sont très, très importants. Donc, le premier élément, c'est un élément un peu plus de repos. Donc, choisir des activités qui sont reposantes, de type spa, marche au soleil, des éléments comme ceux-là. Ensuite, des activités qui amènent un certain détachement. Donc, un détachement psychologique. En fait, je dis qui amène, mais qui oblige un détachement psychologique. L'exemple que je donne souvent, c'est le sport d'équipe. Donc, quand je suis en train de courir avec la balle au soccer vers le but, puis que je regarde faut que je décide entre Georges, mon coéquipier. Tous les exemples sont alentour de moi. J'ai l'impression que c'est ma vie. Là. Je suis un joueur de soccer. C'est vrai. Et puis, faut que je fasse la passe à Georges. Je décide entre la passe à Georges ou le tir au but. J'ai pas le temps de penser au courriel de ma patronne. Je force mon détachement de par l'intensité. L'intensité, le côté immersif. Donc, le cinéma a ça comme particularité aussi. Les jeux vidéo sont faits pour ça, pour amener une certaine immersion. Donc, ça me permet pendant 2-3 heures, je suis dans un autre monde, je suis ailleurs, je suis détaché du travail. J'ai pas à penser aux demandes du travail. Ça, c'est la première dimension. Puis la deuxième dimension, c'est comment je fais pour ressourcer mon cerveau vers des compétences auxquelles j'ai pas réellement accès dans ma vie professionnelle. Fait que ça va être d'un côté des apprentissages. Donc, je fais des apprentissages qui ne sont pas en lien avec mon travail. Donc, recherche en épidémiologie, par exemple, tu pourrais te mettre au japonais. Ah, ben oui. Rien à voir. Japonais, peut-être pas. J'avais d'autres langues que je voulais investiguer avant, mais... Ou apprendre à piloter un avion, par exemple. Donc, faire des apprentissages qui ne sont pas en lien avec mes compétences professionnelles. Et puis, ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est de développer des activités qui ont un début, un milieu et puis une fin, puis qui vont être en lien avec le sentiment de
contrôle sur les choses. Donc, souvent, ce qu'on fait comme professionnel, ça va être plus ou moins concret. Donc, d'avoir une implication, quelque chose de concret où il va y avoir un résultat ultimement. Parfois, ça peut être du bénévolat sur un conseil d'administration, de santé si on est en sciences. Ça peut être de construire une cabane à jardin en arrière, hein, où je fais des plans, je construis ma cabane, je sors mon marteau et puis tout ça quand je suis psychologue, par exemple. Et puis, je construis ça. Donc, je vais faire appel à des compétences qui sont différentes, puis je vais me placer dans un mode où je vais aller activer certaines compétences qui sont pas en lien avec mon rôle professionnel, ce qui va me permettre justement d'aller chercher ce détachement-là. Fait que, récupération, il y a cet aspect-là qui est très, très important aussi. C'est que je dois placer mon cerveau dans une situation où il va chercher autre chose que du travail. Il va se nourrir autrement. Ça m'amène une question où des fois j'entends tu sais, mon travail c'est ma passion, donc c'est mon travail et aussi ce que je fais à l'extérieur. Puis bon, je me reconnais dans cette affirmation parce que bon, la nutrition c'est une grande passion pour moi. Ouais. Puis au début, quand j'étais encore au bac, à la maîtrise, je me souvenais quand disons j'allais en auto, tout de suite c'était un podcast de nutrition. Le soir avant d'aller dormir, c'était un livre de nutrition aussi. Ouais. C'était tout le temps, même si je travaillais pas concrètement, tout tournait tout le temps autour de ça. Puis avec le temps, j'ai appris à essayer justement de créer ce détachement-là où là, j'écoute un podcast sur le vélo, ou si je lis un livre qui n'est pas en lien avec la science, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, ben non, là, ça fait que même si oui, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça me garde tout le temps là-dedans. Exact, c'est un très bon exemple. Donc, de développer ces passions-là qui sont autres, qui sont alternatives, pour pouvoir justement se mettre dans un contexte où on n'est pas constamment en rappel sur quand on lit un livre justement sur moi je lis un livre sur la psychologie, ben nécessairement à un moment donné, attends, ça c'est intéressant, je vais prendre des notes, ce client-là, ça me ramène constamment à mon professionnel, ça me ramène aussi à d'autres éléments. Hein. Tu sais, je peux être en train de lire encore là puis me dire oui, c'est vrai, j'ai pas encore écrit un livre sur cette question-là. Faudrait que j'écrive, faudrait que je m'y mette, Puis là, je repars la machine la machine des pensées qui peut me mettre une certaine pression, Donc, alors que quand je lis de la science-fiction ou je lis sur la politique américaine, ben ça n'a rien à voir avec la politique américaine et la psychologie. C'est ça. Ça peut vite. Revenons à la science-fiction. Hein? Science-fiction, ça se passe bien. Au dragon, aux filles. Il reste 2 semaines, là. Ouais. Puis là, on a touché quand même justement des petits éléments par rapport au traitement, la prévention. Mais là, concrètement, disons que quelqu'un frappe le mur, rentre dans votre bureau. Vous l'avez bien mentionné que les traitements vont être très différents selon chaque personne, mais grosso modo, les grands principes. Grosso modo, les grands principes, arrêt de travail, habituellement, ça va pas mal de soi. Là. Ça arrive qu'on n'a pas à faire l'arrêt de travail, mais il faut vraiment arriver en prévention, il faut arriver vraiment avant. Là. Mais la majorité des gens, habituellement, quand ils vont venir cogner à ma porte, on est rendu à l'arrêt de travail. Donc, arrêt de travail, c'est le premier élément. Puis dans cet arrêt de travail-là, ce qu'on veut, c'est vraiment arriver dans une période de repos. Ouais. Donc, fait que le premier élément, ça va être d'arriver à une période psychologiquement, là, d'arriver à un certain détachement par rapport au travail, se mettre en mode, moi je dis souvent, il faut se mettre en mode, puis les gens sont pas d'accord avec moi, là, mais je veux qu'ils se mettent en mode vacances. C'est mode vacances, c'est de dire que ce qu'on veut pour les premières semaines, là, c'est recharger les batteries. On a besoin de recharger les batteries parce que l'épuisement professionnel, c'est comme si mes batteries émotionnelles, professionnelles sont complètement vidées. J'ai plus rien à donner. J'ai tout le stress a tout pompé mon énergie psychologique. C'est ce qui se passe. Donc, ce qu'on veut, c'est la première étape, c'est de reprendre cette énergie-là. Donc, on la reprend, ça va dépendre des gens, on la reprend comme on peut. Souvent, il y a une très, très grande fatigue. Fatigue qui est tellement grande qu'on a de la difficulté même souvent à trouver le sommeil pour certaines personnes, fait qu'on tombe dans une mauvaise dynamique à ce moment-là. C'est possible qu'on ait besoin de certaines médications à ce moment-là. Donc, souvent, on va avoir un collègue médecin qui va nous donner un coup de main, qui est déjà bien au courant des problématiques, puis qui va donner un coup de main selon les besoins. Donc, il y a cette option-là, l'option de pharmacologique. On priorise pas, mais ça fait partie des options. Donc, ça peut être assez aidant. Donc, premier élément, ça va être le repos. Ensuite, on va commencer à réfléchir sur qu'est-ce qui nous a amené
à l'épuisement? C'est quoi les aspects personnels qui peuvent être présents chez nous? Il y a des facteurs individuels. Hein? On parlait tout à l'heure dans mon exemple, je parlais de quelqu'un qui avait de la difficulté de s'affirmer par rapport à son patron. L'affirmation de soi, c'est un élément qui va être important. Ensuite, on a aussi des traits de personnalité, des façons d'approcher la performance, le perfectionnisme dysfonctionnel, c'est un aspect aussi qui est important. Donc, on va se questionner sur les différents aspects qui sont présents chez nous, apprendre aussi une meilleure gestion de nos émotions. Donc, c'est un élément qui va aussi être important. Moi, je vais beaucoup travailler sur ces différents éléments-là. Donc, apprendre à bien analyser notre discours intérieur, à bien évaluer les différentes émotions qu'on va ressentir, les différents comportements qu'on va avoir dans ces situations-là, quels sont nos patterns et puis tout ça, pour pouvoir ensuite réajuster ces éléments-là. Puis finalement, le troisième grand élément, on va faire le tour des grands facteurs organisationnels ensemble. Moi, il y en a 6 que je pointe, sur lesquels je questionne, où on va questionner dans l'organisation, est-ce que ces facteurs-là vont avoir un impact sur toi, sur la situation de stress? Puis ensuite, on va essayer de développer des stratégies ensemble pour essayer d'avoir un impact sur ces aspects organisationnels-là. Parce que même si c'est des aspects organisationnels, il y a souvent un chevauchement entre les facteurs individuels et les facteurs organisationnels. Puis une grosse partie du travail du psychologue, à mon avis, c'est d'aider le client à identifier ce chevauchement-là. Parce que qui dit chevauchement entre individuel et organisationnel, ce que ça me dit, c'est contrôle. Il y a des aspects organisationnels sur lesquels je peux avoir un certain contrôle. Puis on parlait tout à l'heure de ce qui a pu changer ces dernières années. Bien, ça, c'est un élément qui a changé. C'est que les employés ont plus de contrôle sur ces éléments-là parce que maintenant, non seulement les employeurs ne nient plus l'importance de l'épuisement professionnel puis de la santé psychologique au travail, mais eux-mêmes, c'est mes premiers clients. Donc, au nombre de CEO et de chefs d'entreprise qui sont épuisés puis qui viennent me voir puis qui ensuite, dans leurs organisations, me disent, ben moi, ça se passera pas comme ça. Puis même qui vont sortir publiquement pour dire, hey, faites attention à ces éléments-là. Là, on a encore Nicolas Duvernois qui est sorti il y a quelques semaines en disant, écoutez, moi, là, je suis fatigué, là, je prends une petite pause, là, je me mets en pause et puis je vous revois dans quelques mois. Ce qui est une façon non seulement saine pour lui, hein, je félicite d'avoir fait cette sortie publique-là, mais qui est un méchant bon coup de pouce pour tous les jeunes entrepreneurs qui se disent « Hey, moi, je peux pas parler de ça. Hein, si Nick Duvernois en parle, ben après ça, il y a bien des entrepreneurs qui vont se dire « C'est correct, on peut avoir du succès et puis parler de ça quand même. Puis vous avez mentionné, il y a 6 sphères que vous questionnez. Quelles sont ces 6 sphères-là, côté organisationnel? Les 6 sphères, c'est les 6 sphères qui ont été... il y a une méta-analyse milieu des années 2000 qui est ressortie, où on a vraiment bien identifié les facteurs de stress, les facteurs spécifiques au développement de l'épuisement. Et puis, donc, je passe à travers ces différents facteurs-là. Donc, le premier facteur, c'est la charge de travail. Donc, est-ce que la charge de travail est appropriée ou non? Il y a la charge de travail, mais aussi, un élément qui est bien important aussi, c'est ma perception de ma charge de travail. Où là, il peut avoir une certaine interférence avec, on parlait de perfectionniste dysfonctionnel tout à l'heure, il peut avoir une interférence avec ça. Peut-être que mon employeur va dire, ben non, moi, je m'attends à ce que tu fasses 80%. Puis dans la tête de l'employé, il faut que je fasse 99%. Donc, la charge de travail ne sera pas la même si on perçoit ça de cette façon-là. Donc, la perception est importante aussi de la charge de travail. Premier élément. Deuxième élément, mais le niveau de contrôle. Donc, jusqu'à quel point est-ce que j'ai des mécanismes de contrôle dans l'organisation qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs? Je donne des exemples de mécanismes de contrôle. Est-ce que mon rôle est bien défini? Toutes les questions de conflit de rôle. Donc, est-ce que mon rôle se chevauche avec le rôle de quelqu'un d'autre ou là, on ne sait plus trop qui doit travailler, qui doit faire? Est-ce que j'ai 2 rôles en même temps ou, par exemple, toujours le classique, je suis à la réception, puis en même temps, je dois m'occuper du photocopieur qui est en arrière. Mais je dois toujours être à la réception. Il y a des gens qui arrivent, je suis au photocopieur en arrière. Tu sais, ça ne fonctionne pas, là, mais... Qu'est-ce que je dois choisir? Là? Donc, au niveau des tâches, la définition des rôles en tant que tel. Donc, des éléments sur lesquels l'organisation doit m'aider à avoir un bon contrôle. Ensuite, il y a la communauté. Donc, la communauté, c'est les liens
entre chacun, mes liens avec mes collègues de travail. Là, on parle de façon extrême de problématiques d'incivilité. Donc, ça, c'est sûr que ça va avoir un impact là-dessus, mais juste le type de relation que je vais avoir avec mes collègues de travail, le type de proximité que je vais avoir avec eux. Dans ce contexte-là, on comprend que le télétravail peut devenir un peu problématique. Donc, lien avec les collègues, lien avec le dirigeant, avec mon gestionnaire, lien aussi avec la haute direction. Ensuite, on a autre élément qui est très important, l'équité. Ouais. Donc, est-ce que j'ai l'impression que les promotions, par exemple, sont données avec des règles claires, qu'il n'y a pas de favoritisme, qu'il n'y a pas de gens qui ont des passe-droits par rapport à d'autres individus. Donc, les règles sont claires pour évoluer, soit pour évoluer au niveau des postes, mais aussi dans l'attribution des dossiers. Parfois, il y a des mandats qui sont plus recherchés que d'autres. Comment on donne ces mandats-là, comment ils sont distribués. Si c'est clairement dit, les règles sont claires à ce moment-là, ça va, mais sinon, ça peut devenir assez problématique. Ensuite, on a la reconnaissance. Comment la reconnaissance est distribuée? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? On sait qu'il y a eu certaines organisations de moins en moins, mais qui avaient l'impression que la seule reconnaissance qui était nécessaire, c'est la financière. Oh, bordel. Alors qu'on sait que la reconnaissance financière, la littérature est claire, c'est 2 semaines, puis après ça se termine. Bien sûr, considérant qu'on a un certain niveau qui est correct, là, mais passer ce niveau-là, la reconnaissance financière ne change absolument rien. Donc, c'est quoi les mécanismes de reconnaissance qu'on a dans l'organisation? Et puis, finalement, est-ce que je suis au finalement? Je pense que oui. Ouais. Ouais, J'ai ouais, perdu le compte, mais Je pense qu'on les a laissés, ça. Il me reste valeur. Valeur, oui. Qui est très important dans l'épuisement professionnel. Donc, est-ce que mes valeurs sont alignées avec les valeurs de l'organisation? Ça ne doit pas toujours être facile à concilier, ça. C'est vraiment pas. Non. Et puis, c'est un des facteurs, je dirais, que je vois le plus qui est problématique. Non, on pense que c'est pas, mais ça a vraiment un impact important. Mais quand tu j'imagine... dis je travaille pour des gens que je respecte pas ou dont je respecte pas leur façon de gérer l'organisation ou dont Puis il y a certaines organisations qui le savent. Là. Il y a des organisations que je nommerai pas, qui ont peut-être pas socialement, qui sont pas très, très bien vues. Puis quand tu t'envoies une offre d'emploi, comme par hasard, tu sais, une fois et demie ou 2 fois le salaire habituel fait qu'ils vont payer en fonction. Pour compenser. Mais ça dure 2 semaines. Oui, exact. Ça dure 2 semaines. Exact, ça dure 2 semaines. Puis surtout, ça donne une prison dorée. Parce qu'après ça, les gens s'engagent 1 an, 2 ans, là, puis ils vont chercher une hypothèque, une auto, puis tout ça. Puis là, ils sont pris dans cette dynamique-là. Fait que ça va amener il y a des effets très pervers à des salaires qui sont importants comme ça, surtout alignés, pas nécessairement le salaire important, mais quand le salaire est important parce que on sait d'avance qu'il y a un conflit entre nos valeurs et puis les valeurs organisationnelles. Parce que ça va user puis ça va nous amener tranquillement vers l'épuisement. Puis après cette période de repos, est-ce qu'on recharge les batteries, on fait une introspection sur qu'est-ce qui a mené à l'épuisement? Ouais. Quels sont les signes qui indiquent qu'une personne est prête à réintégrer le travail progressivement? Habituellement, au niveau de la fatigue va être à peu près disparue. Il va avoir une bien meilleure gestion des émotions. Et puis, tranquillement, il va avoir une envie de se réengager. Donc, mon test ultime, c'est de se dire, si tu t'imagines de retour au travail lundi prochain, comment tu te sens? Puis là, on regarde, c'est quoi les émotions qui ressortent, ce qu'il y en est. Les premières fois, c'est comme, non, j'ai pas question. Wow. Ou pire, la personne commence à pleurer. OK, c'est clair. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. On va attendre encore. Puis je dis aux clients, c'est ça notre test. Notre test, c'est de s'imaginer dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les bases de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est de dire que nos pensées, c'est notre propre réalité. Hein. Donc, si je m'imagine dans une situation, je vais ressentir des émotions qui vont être très, très similaires à ce que je ressentirais dans cette situation-là. Donc, je ferme mes yeux, j'imagine retourner au travail. Et puis, si je suis bien, si je me dis, je peux faire ci, je peux aller avancer ce dossier-là, à ce moment-là, ça se passe bien. C'est sûr qu'il faut différencier la crainte du retour. Hein, où souvent, on va se dire, chez certaines personnes vont se poser des questions en se disant, mes collègues de travail vont avoir l'impression que je les ai laissés tomber, ils vont être fâchés contre moi, ils vont avoir une réaction négative. Puis je dois dire qu'en 20 quelques années de pratique, tous les gens que j'ai retournés au travail, je n'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu des collègues de travail qui n'étaient pas contents d'avoir leur collègue qui revient, puis qui n'était pas compréhensif. Ouais. Hein, ils savent que oui, il y a une surcharge de travail, mais on est plus dans l'esprit, ben là, c'est ton tour, puis si jamais moi ça m'arrive, ben ce sera à toi de reprendre la charge de travail. Je suis content d'entendre Ouais, ça. moi aussi, J'aurais vraiment. cru vraiment le contraire, en fait. J'aurais cru qu'il y avait encore beaucoup de stigmatisation face à ça, ou même... ouais. Non, mais c'est bien. C'est comme si j'ai l'impression que la généralisation de l'épuisement professionnel, avant, c'était perçu comme l'épuisement professionnel. Une faiblesse, c'est l'affaire, c'est une faiblesse, c'est l'affaire des plus faibles. Ouais. C'était ça la perception. Alors que maintenant, c'est de plus en plus clair. Puis moi, ça fait 20 ans que je le dis dans les médias, qui est très important. La littérature, elle est claire. On peut tous souffrir d'un épuisement professionnel. Tout le monde. Ouais. C'est l'exposition au stress chronique, puis on peut tous être exposés à du stress chronique à certains moments dans nos vies. Donc, je pense que les gens en ont pris conscience, savent que maintenant, c'est un peu comme tout le monde. On peut tous souffrir d'épuisement. Donc, cette empathie-là par rapport aux gens n'est plus celle de « Ah, c'est quelqu'un qui a une faiblesse ou qui a un handicap ou qui a quelque chose de dysfonctionnel dont on doit prendre soin. » C'est tout simplement quelqu'un qui a attrapé ou qui a développé quelque chose qu'on aurait tous pu développer. C'est bon de le rappeler, ça, Ben parce oui. que je pense qu'il n'y a personne qui est immunisé au burn-out. Là. Non. T'sais, on a il y a des gens, on en connaît tous, là, des gens qui se disent qu'ils sont des irréductibles, puis Ah ça oui, va ben jamais ça, leur c'est- arriver, tu sais. Mais ça, Ça, ouais. il y a des c'est les clients tabous. numéro ouais, un. c'est ça. Ben, il y a des tabous générationnels, là, c'est Ah, ben anecdotique, mais très récemment, tu sais, le père d'une amie qui est sorti puis qui a affirmé qu'il faisait un burn-out, mais tu sais, un monsieur qui a travaillé 7 jours sur 7 toute sa vie, Ouais. puis qu'il fallait que tu sois rude, puis que tu ne laisses pas transparaître tes émotions, puis ton ressenti, puis whatever. Puis là, finalement, c'est à peut-être 65 ans qui décide d'en parler ouvertement. Ouais. C'est quand même fascinant là, qu'on soit capable maintenant d'aller rejoindre même ces générations-là qui l'ont appris à l'ancienne, là, si je peux dire. Là. Exact. Puis ça, moi, je l'ai toujours vu en clinique, la génération, là, je dirais que maintenant, on est rendu peut-être à 55 et moins, mais je voyais le fossé générationnel où 55 et moins, c'était, je viens voir le psychologue comme mercredi, je vais voir mon comptable, je vais voir mon garagiste samedi. Là. J'ai Un besoin check-up coup de main, routine. un check-up, puis, allez, on hop. change d'huile, puis c'est parti. là. Exactement. Alors que les plus vieux venaient me voir quand c'était vraiment là, la catastrophe, là, où où on aurait dû se voir déjà des mois, si c'est pas des années avant. Donc ça, cette différence-là au niveau de la perception du travail du psychologue puis de ce que le psychologue peut nous apporter, c'est vraiment très, très clair au niveau générationnel. Puis par rapport au retour au travail, j'ai une amie qui est ergothérapeute et qui se spécialise dans l'accompagnement de gens qui vivent avec l'épuisement professionnel. Ouais. Puis quelque chose qu'elle m'expliquait, qui est un indicateur, elle, dans son traitement, une fois que la personne était à nouveau capable de faire ses tâches au quotidien, parce que ça, j'imagine, quand on vient un burn-out, à un moment donné, même faire l'épicerie, les tâches quotidiennes, ça devient difficile. Puis une des choses qu'elle faisait faire, c'est bon, imagine que là, tu vas pas au travail, mais tu fais comme si t'organises ton horaire, ta semaine, comme si tu allais retourner au travail. Donc, OK, l'épicerie le dimanche, je fais le souper à 5 heures, la vaisselle et tout ça. Le matin, je m'habille, je me prépare comme si j'allais aller au travail, mais j'y vais pas forcément. Puis ça, c'était un des tests, une des stratégies des fois qu'elle testait pour voir, est-ce que le fonctionnement au quotidien est rétabli avant de ramener la composante travail. Oui, mais je dirais que cette stratégie-là, dans le cas du travail que nous, on fait comme psychologue du travail, quand je parlais des différents rôles tout à l'heure, c'est qu'on garde en tête que mon rôle qui est vide, dont toute l'énergie psychologique est disparue, c'est vraiment celui du travail. Donc, il y a des gens qui vont être fonctionnels à 100% dans leur vie. Ouais. Puis c'est souvent ceux qui ressentent le plus de culpabilité. Mais le retour au travail, on n'est pas là. Et pas possible. Je comprends. Donc, d'être fonctionnel physiquement sur des éléments de douche et puis d'hygiène et puis tout ça, oui, au niveau médical, il y a une certaine...
on peut voir qu'il y a une certaine perception que ça va, mais au niveau psychologique, quand la personne va retourner, il peut avoir des attaques de panique, il peut avoir des symptômes d'anxiété très, très importants. Puis les gens sont capables d'un fonctionnement de base qui n'implique pas les capacités cognitives de haut niveau qu'on a besoin, puis où on doit avoir retrouvé le fonctionnement de ces capacités cognitives-là. Là, je parle de l'attention. Tout à l'heure, je parlais du brain fog, là, du brouillard mental, donc qui est un élément très important. Ça doit s'être calmé. Les oublis. Puis avec ça viennent aussi un aspect important de l'épuisement professionnel, qui est que sur la fin de l'épuisement, on va faire beaucoup d'erreurs. Puis je l'ai dit un peu à la blague tout à l'heure avec mon double booking, là, avec donc les 2 clients qui arrivent en même temps là, à mon rendez-vous. Mais quand on est chirurgien, des erreurs. Quand on est pilote d'avion, des erreurs. Quand on est policier, des erreurs. Ça marche pas. Là. Ça pardonne pas. Donc, tous ces gens-là sont encore capables de se lever le matin, de se raser, de tout ça. Mais faut s'assurer qu'au niveau cognitif, on est revenu à un bon niveau. Oui, mais c'est intéressant parce que je trouve que ça peut enlever une culpabilité où des gens sentent qu'au travail, ça marche plus, mais qui se disent, ben non, je peux pas être en épuisement professionnel, je suis capable de faire mon sport, je suis capable de faire le souper et tout, mais c'est des choses qui peuvent coexister. Absolument, absolument. Puis, et puis, on peut être capable de tous ces éléments-là, qui sont plus des éléments qu'on fait de façon naturelle, automatique, je dirais, sans tomber au niveau cognitif un peu plus complexe, qui est essentiellement l'épuisement. C'est là que ça se joue. C'est dans notre rôle professionnel. Puis c'est souvent dans des rôles professionnels où il y a une demande assez importante au niveau intellectuel, il y a une demande assez importante. C'est souvent du travail parce que les différents aspects qui vont faire que je tombe en épuisement, c'est du contrôle sur mes objectifs, c'est des interactions avec les autres qui sont délétères, c'est trop de sollicitations. Donc, on est à un niveau quand même assez important de fonctionnement intellectuel et puis cognitif. Donc, c'est ça qui tombe en panne. C'est moins le fait de l'hygiène, ces éléments-là. Là, on est plus du côté de la dépression en tant que tel. Puis, ça, j'ai peut-être pas fait la différence, mais ça, c'est un élément qui est important. On parlait de troubles d'adaptation tout à l'heure, qui n'est pas une dépression. Une dépression, c'est autre chose. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, j'ai vécu un épuisement professionnel, puis on m'a diagnostiqué une dépression, ou j'ai eu l'impression que c'était une dépression. Ce qu'on va dire, nous, lorsqu'on fait l'évaluation, c'est qu'on peut revenir, quand on fait de l'évaluation... Excuse-moi. Quand on fait l'évaluation en tant que telle, on va commencer par évaluer des aspects de l'épuisement professionnel, donc le trouble d'adaptation. Et puis, on va évaluer aussi les aspects de dépression. Puis, si l'adaptation est problématique, donc si le burn-out reste présent pendant trop longtemps, à ce moment-là, on va avoir comme trouble secondaire une dépression qui peut se développer. Fait qu'il y a un stade à ça. C'est comme si ma première étape, c'est le trouble d'adaptation. Et puis, si le trouble d'adaptation se maintient, si je reste au travail, si ça se poursuit, bien à ce moment-là, la dépression peut se développer. Puis la différence, comment est-ce qu'on va le voir, comment est-ce que moi je le vois, c'est dans le contenu des pensées. Quand quelqu'un arrive en épuisement professionnel, je vais poser la question, comment ça va ta famille, tes enfants, ton sport, tout ça. La plupart du temps, il va être capable de me dire, quand j'arrive la fin de semaine, je suis fonctionnel, je vois encore les gens, ça va. Ah non, ma femme, pas de problème, ça va bien. Les enfants. Alors que quand c'est resté trop longtemps, quand ça a dégénéré, puis il y a un trouble secondaire qui s'est développé, qui est la dépression, puis à ce moment-là, on va voir que les idées dépressives ont atteint toutes les sphères de sa vie. Exactement. Fait qu'on a ces 2 niveaux-là qui sont importants. La différence entre la dépression et l'épuisement professionnel, pour moi, elle est très claire. C'est 2 choses qui sont différentes. Fait que l'épuisement professionnel, ça affecte que le rôle professionnel. Puis la dépression, ça affecte tous les rôles de la vie. Là, on a parlé beaucoup de l'individu, de la personne qui est aux prises avec un problème de burn-out, mais d'un point de vue extérieur, tu sais, si
on veut aider une personne dans les différentes phases de son burn-out. Comment nous, on peut venir en aide face à cette personne-là, que ce soit en prévention, que ce soit au niveau de sa guérison, etc. Si on vit avec prévenir un une proche, rechute après. prévenir une rechute, je sais pas, tu sais, si on vit avec un proche ou... C'est sûr qu'avec les proches, le support, c'est un facteur qui est très, très important. Donc, le support, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent écouter. Se mettre dans une position empathique par rapport à l'autre. Certains d'entre nous avons la mauvaise habitude de se mettre, plutôt que de se mettre dans un mode d'écoute, on se met dans un mode solution. On est plusieurs dans ce bateau-là. Je ne me sors pas du bateau. Je suis excellent là-dedans. Oui, c'est ça. Fait que de se faire dire par il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Exact. Fait que de se faire dire par sa vis-à-vis, de dire, peux-tu juste m'écouter, là, puis arrêter de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça donne une petite idée. Donc, le type d'écoute qu'on donne, est-ce qu'on est juste dans une écoute où la personne a besoin qu'on l'écoute, ou elle a besoin qu'on fasse un brainstorm sur des solutions? Parfois, je dis, on demande. Est-ce que tu as besoin de solutions? Est-ce que tu veux juste que je t'écoute? Donc, juste poser la question, comment je peux te venir en aide? Comment je peux t'accompagner là-dedans? Exact. Parce que c'est deux types qui sont différents, puis je dirais qu'il y a quand même une certaine différence au niveau de la socialisation masculine par rapport à ça. Là, les gars, on a tendance à se dire attends, je vais t'en donner des solutions. Puis parfois, on se fait dire mais non, fais juste écouter, c'est correct. Donc, le type de support, ça va être important, mais déjà, de supporter, c'est très, très important. Puis toujours garder en tête que ce que l'autre vit, c'est... il y a beaucoup d'éléments sociaux dans l'épuisement professionnel. La perception des autres, tout le construit de ce qu'on est. On est chercheur, on est... Nous attentes face à notre travail. Exact. On est psychologue, on est dirigeant d'entreprise, fait qu'il y a toute une dynamique autour de ça. On est pourvoyeur pour la famille, ou on se sent pourvoyeur pour la famille. Fait avec la conjointe, avec quel genre de dynamique est-ce que ça va avoir. Fait que c'est toujours extrêmement complexe, l'ouverture, d'où je pense l'importance de vraiment démocratiser le fait de consulter un professionnel, consulter un psychologue pour vraiment nous donner un coup de main, voir à travers ça, puis d'aller chercher quelqu'un de neutre qui est capable vraiment de nous aider à travers ça. Là, j'ai écouté dans votre discours, là, il y avait des références un peu plus masculines. Je suis juste curieux au niveau sexe biologique, là, femme, homme. Est-ce qu'il y a des différences au niveau burn-out? Est-ce que... Non. Ça, il n'y en a pas. C'est égal. Puis on sait dans la littérature, souvent, dès qu'il y a un trouble, là, le go-to, la première chose, y a-t-il une différence entre les sexes? Puis il y a bien de la littérature sur ça. Puis il y a eu beaucoup de recherches sur ça. Puis la recherche est assez claire. Il n'y a pas de différence entre les deux. Juste que les hommes, en général, on est moins vocal. On attend peut-être plus longtemps. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais au niveau épidémiologique, on ne voit pas de différence entre les deux. Maintenant, où il y a probablement des différences sur quand est-ce qu'on va consulter. C'est sûr que de façon classique, en psychothérapie, les hommes consultent beaucoup moins que les femmes. Fait que ça, c'est classique, mais ça vient aussi avec le stéréotype masculin, avec le rôle masculin. Toute la littérature sur pourquoi les hommes ne consultent pas, on revient à ce rôle masculin, la définition du rôle masculin qu'on a dans notre société, qui est qu'un homme, ça doit être autonome, puis ça doit être fort, puis ça doit être gérer ses émotions, puis il faut que ça soit le premier. Puis tu sais, tous ces éléments-là qui sont importants, qui sont assez clairement poussés dans notre société, qui vont avoir un impact finalement sur le désir de consulter puis d'aller chercher de l'aide sur des aspects psychologiques, mais ça va être valide pour toutes les problématiques psychologiques. Donc, y compris les troubles anxieux, y compris les troubles dépressifs. Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre au fil de nos épisodes. Lorsqu'on traite de santé mentale, ça semble être le cas, effectivement, pour pas mal tout. Là. Oui, il y avait Dr. Jeannie Hull qui avait travaillé sur ces éléments-là à l'UQAM, sur le rôle masculin d'un côté, puis des aspects un peu toxiques, mais des aspects du rôle masculin qui empêchent les jeunes hommes et les hommes de façon générale d'aller chercher de l'aide, puis qui avait donné un portrait assez intéressant de la chose.
Donc, à la maison, Génial. consultez. On consulte, S'il y a besoin, s'il vous plaît. Oui, ben oui. Important. On a fait un très beau tour. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas abordées que vous aimeriez dire aux auditeurs? On a parlé de ce que c'est, prévalence, traitement, prévention individuelle organisationnelle. Ouais. Ouais. Des questions qu'on me pose souvent. Combien de temps est-ce que ça prend après un... Oui, mon Dieu, ouais. On a essayé de l'aborder tout à l'heure. On a commencé, pensé on vite. est tourné, puis on est parti ailleurs. Ouais. Mais Moi, ce que je dis quand les gens me consultent, dépendamment toujours du niveau, dépendamment des gens, mais de façon générale, moi, je dis que avec la psychothérapie, il faut de la psychothérapie. Ça, c'est le premier élément important. On passe pas à travers un épuisement professionnel en se reposant puis en changeant pas nos habitudes de vie, en changeant pas nos façons de percevoir les choses, notre façon de percevoir notre travail, donc en ne changeant pas ces différents aspects-là, on va retomber constamment. Les gens là, qui ont des rechutes à tous les 2 ans ou à tous les 3 ans, c'est à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas consulté. Mm-hmm. C'est parce qu'ils n'ont pas mis en place les bons comportements, les bonnes façons de voir les choses, les bonnes stratégies pour ne pas retomber. Donc, habituellement, moi, je parle de 3 à 6 mois. Ah ouais. OK. Donc, des épuisements professionnels qui se règlent après 2 ou 3 semaines d'arrêt de travail. C'est suspicieux. C'est un mauvais diagnostic. C'était pas un épuisement professionnel, c'était du surmenage, ce qui arrive. Hein? Ah oui, tout à fait. 1 mois de repos, 1 mois de vacances, il y a des gens qui reviennent, puis oups, ça se passe bien, puis tout ça. Ouais. Ben, c'est super, on est content. Mm-hmm. Mais l'épuisement professionnel, ça prend plus de temps que ça. Et puis passer 1 an, 9 mois, 1 an, ça commence à être suspect, surtout s'il y a un psychologue dans le dossier. Ah ouais, je pense que ouais. Okay. Ça, c'est un élément qui est très, très important. Donc, faut s'attendre à ça. Puis de l'autre côté, ça peut nous donner une motivation pour réaligner nos habitudes de vie, développer des bonnes façons de travailler, des façons plus saines. Mm-hmm. J'aime cette idée-là de ne pas voir ça comme une défaite, mais de le voir comme une opportunité aussi de sortir de là comme grandi, puis de se replacer sur la bonne voie, parce qu'on a tendance à faire ça lorsqu'on est malade, de voir ça comme... c'est plate d'être malade, personne ne veut être malade, mais de voir l'opportunité au travail de la maladie, parfois, ça peut aider. C'est peut-être plus difficile avec des maladies physiques comme un cancer, là, je peux comprendre si c'est autre chose, mais avec la santé mentale, je pense qu'il y a tout le temps moyen de pouvoir s'en sortir puis de se remettre sur le bon chemin. Oui, puis c'est toujours cette idée-là qui est très importante aussi, c'est que l'épuisement professionnel, c'est comme une finalité. En ce sens où là, je dis, on va voir le psychologue, 3 mois après, on est en arrêt de travail, là, on parle de la finalité de l'arrêt de travail. Mais souvent, ça fait 1 an et demi là, que je suis stressé à journée longue au travail, puis que j'aime pas mon travail, ou à tout le moins, c'est désagréable d'être constamment stressé, d'être constamment sous pression. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi. Puis malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ont souvent l'impression que c'est normal d'être aussi stressé au travail. Que c'est normal que si on veut être performant au travail, c'est normal d'être stressé à ces niveaux-là. Plutôt que de bien se questionner puis de se positionner sur comment est-ce que je travaille, puis est-ce que mes façons de travailler sont adéquates. Puis changer ces façons de travailler-là. Puis, à travers tout ça, ce qui est bien important aussi, puis un des éléments sur lesquels on travaille, puis le facteur individuel le plus important, c'est le perfectionnisme dysfonctionnel, qui est un élément qui est fondamental au développement de l'épuisement professionnel. Perfectionnisme dysfonctionnel. C'est juste ce mot-là, en plus, c'est dans tes premières entrevues de job, quand tu commences. Je suis perfectionniste. Je suis trop petit. C'est quoi ton défaut? Je suis perfectionniste. Ouais. En tout cas, ça me fait... Mais oui, le perfectionnisme dysfonctionnel. Exactement. Donc, perfectionnisme dysfonctionnel qui m'empêche de prendre des bonnes décisions, qui m'empêche de bien m'adapter aux différentes situations de stress, qui m'empêche de bien évaluer c'est quoi les ressources qui sont à ma disposition, puis de bien évaluer c'est quoi une performance qui est adéquate.
puis qui est correct. Puis ça, c'est un élément qui est très, très important parce que c'est une approche à la performance puis une approche au travail qui est extrêmement toxique. De par sa rigidité. Parce que perfectionniste dysfonctionnel, en gros, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que les choses doivent être d'une certaine façon, plutôt que d'évaluer c'est quoi les ressources qui sont à ma disposition, puis de partir de mes ressources pour faire du mieux que je peux avec mes ressources. Donc, si je suis constamment sur ça devrait être comme ça, j'évalue pas les ressources que j'ai, il va y avoir un déficit, je vais avoir de la difficulté à atteindre ma performance, ce qui va être extrêmement stressant. Alors que si de l'autre côté, je suis dans un perfectionnisme qui est dit fonctionnel, donc qui est basé sur l'excellence, mais là, au départ, je vais évaluer c'est quoi les ressources que j'ai, donc c'est quoi le temps que j'ai, c'est quoi le nombre de personnes qui travaillent là-dessus, c'est quoi, puis comment est-ce que je peux faire le mieux possible avec cette ressource-là. Puis la différence sur le stress, elle est fondamentale. Ça fait réfléchir pour vrai. Oui, vraiment. En tout cas, j'ai pris plein de notes personnelles. Mais justement, quand on a la petite tradition, quand on termine l'épisode, on fait un tour de table où là, l'invité, vous pouvez partager. Là, on a parlé de plein de choses, mais une chose vraiment importante que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de la discussion. Puis Kev et moi, on partage chacun un élément qui nous a marqué. Puis moi, je mets toujours Kev sur le spotlight en commençant. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué de tout ça? Les éléments sont multiples. Une fois de plus, je réalise que j'ai peut-être encore des problèmes. À chaque épisode, je réalise quelque chose. Il va falloir que je réfléchisse à certaines choses dans ma vie. Mais je pense que le milieu académique a réellement un problème. Puis devrait écouter notre épisode sur le burn-out parce qu'il y a des changements à faire dans le milieu de la recherche. Mais bon, ça, c'est un aparté. Ce que je retiens, je connaissais pas vraiment l'épuisement professionnel, le burn-out. Je suis de la vieille école. J'ai été élevé à la dure, là, qu'un homme, ça pleure pas. Puis on n'a pas d'émotion, puis ça existe pas, ça, le burn-out. Puis j'ai aimé l'idée que personne n'est immunisé au burn-out. Ça se présente aussi à géométrie variable chez les gens. Mais ce que j'aime aussi, je viens du milieu de la prévention. Donc, l'idée qu'on peut essayer de mettre des mécanismes en place pour prévenir les burn-out, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de l'individu. Donc, cette idée-là de contrôle, d'avoir des moments aussi où on se détache complètement de notre travail. Tu sais, moi, je fais la blague souvent que dans le dernier 13 ans, j'ai juste lu des livres d'épidémiologie, d'inférence causale. C'était à peu près ça. Je me souviens pas le dernier roman que j'ai lu. En fait, c'est arrivé dans mes vacances, mes premières vacances depuis 5 ans. Récemment que j'ai lu un roman puis j'étais comme hey, je me sens bien lire un roman classique. Puis une chose importante, je pense, de discuter avec son employeur sur les attentes. Je pense que ça peut déjà clarifier des choses parce que des fois, je pense qu'on stresse, en tout cas, c'est ce qui est ressorti des discussions, on stresse sur des éléments qui devraient pas être stressants, juste parce qu'on s'est mal compris, on a mal communiqué les choses. On faisait la référence tout à l'heure à l'employeur attend 80%, mais toi, tu te donnes pour 99%, puis c'était pas ça les attentes. Donc, voilà, c'est mon go-to. J'arrête là, c'est plus qu'un point. C'est correct. Moi, le 45 heures, là, ça, je pense qu'on a réagi de façon... c'est choquant comme donné. Qui est vraiment le plus de 45 heures, c'est toxique, c'est pas juste sous-optimal. Ça, je pense que ça frappe fait que les heures après aussi, en termes de productivité, on était à 20-22% de productivité. OK. Puis j'aimais beaucoup toutes les idées autour du télétravail, justement de se créer une routine, avoir l'espace de, là, c'est plus, je suis dans l'auto à écouter Radio-Canada, mais bon, je vais aller prendre une marche. Toute l'espèce de discipline autour de la gestion des courriels, de 8h30 à 9, je réponds au courriel, mais là, après... j'y touche pas avant 11 heures parce que je dois être concentrée sur le travail. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis oui, la politique de déconnexion, je pense que c'est... faut arrêter de normaliser d'envoyer des courriels à toutes les heures de la journée. J'ai pris des notes, là, mais avant de quitter mon rôle au centre de recherche, je vais peut-être parler à des gens. Puis vous, quel serait le message? Il y en a peut-être plusieurs, mais... Il y en a plusieurs. Je vais peut-être finir sur le perfectionnisme, perfectionnisme dysfonctionnel encore, en vous disant que dans une journée, vous pouvez vous poser la question, combien de fois est-ce que je me dis « il faut » ou « je devrais ». C'est bon. Puis ça, habituellement, si vous voyez qu'il y en a beaucoup, vous êtes peut-être à risque ou peut-être que c'est une bonne idée de vous questionner sur le perfectionnisme dysfonctionnel. Puis parce que tous ces « il faut » là, puis ces « je devrais »,
il finit par en avoir beaucoup. Et puis, si je rencontre pas ces demandes-là, ben c'est là que mon sentiment de contrôle baisse. C'est là que mon niveau de stress durant toute la journée va avoir tendance à augmenter. Donc, il faut puis je devrais garder un œil là-dessus. Puis si c'est le cas, Je vais me traîner. Non, mais je suis curieux de faire l'expérience. Oui, Je vais me traîner un clicker, là, puis je vais vraiment le comptabiliser. ben, c'est ce qu'on fait. Wow, OK, c'est c'est un très bon truc. un autre truc Super. choquant pour moi. Dr. Chevrier, merci beaucoup, pour vrai. Ça m'a fait vraiment plaisir. Une discussion éclairante. Là. Vraiment, si les gens, vous avez mentionné, il faut que j'écrive un autre livre, là, vous en avez dit un, il faut. Oui, exact. Si les gens, justement, veulent vous suivre ou en avoir une conférence dans les entreprises, vous avez parlé des médias, où est-ce que les gens peuvent vous trouver? Ou Sur le site de la clinique, donc Service psychologique Sequoia, vous pouvez me suivre là-dessus. Excellent. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.